Voilà qui est fait. Bien, nous avions la semaine passée revisité la notion de fluide avec les différentes équations, des équations de Newton sur le comportement et sur l'existence de cette force interne au fluide pression, c'est-à-dire une force par unité de surface, qui était liée au choc moléculaire. Rappelez-vous, c'était la quantité de mouvement de ces particules qui viennent frapper ces particules au sens général, donc atomes, molécules, qui viennent frapper les parois. Et donc l'ensemble de ces chocs donne une force interne à ces fluides qu'on appelle force de pression, ou simplement pression, qui est le rapport de la force totale divisée par la surface d'impact. On avait des... Excusez-moi, monsieur, mais on ne voit pas le PowerPoint. Ah d'accord, merci beaucoup. Je vais recommencer. Et là, vous voyez le PowerPoint, ici, la présentation. Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup, Charles. Je disais donc que la semaine passée, on a abordé les fluides avec la notion fondamentale de pression, une force interne, une force par unité de surface. On avait déduit l'équation du mouvement, même si j'avais signalé que nous ne travaillerons jamais cette équation du mouvement, mais uniquement l'équivalent de la conservation de l'énergie cinétique, à savoir l'énergie cinétique après, moins l'énergie cinétique avant, est égale au travail des forces. Comme on a une force interne qui est la pression multipliée par la surface, on arrivait à cette fameuse équation de Bernoulli qui disait que l'énergie cinétique par unité de volume plus la pression plus la masse par unité de volume fois G fois H était une constante qui était l'énergie mécanique par unité de volume dans l'écoulement d'un fluide. Avec cette notion intuitive essentielle qui était là où la vitesse est la plus grande, la pression est la plus basse. Et j'avais montré un certain nombre de petits films qui illustraient cette notion, à savoir dès qu'il y avait un écoulement de fluide, un mouvement soit de l'air, soit du liquide, la pression y étant plus basse que dans l'endroit où le fluide était immobile, eh bien, il y a une force qui s'exerçait du lieu où le fluide était immobile vers le lieu où le fluide était mobile. On va terminer aujourd'hui avec deux autres notions fondamentales dans les fluides, et puis on va revenir sur la notion d'onde. C'est ça le programme aujourd'hui. Et donc il y a dans les fluides deux autres forces internes fondamentales qui sont d'une part la viscosité et d'autre part la tension superficielle. Alors, la viscosité apparaît simplement comme une force de frottement entre les différentes parties du fluide en mouvement. Donc, si j'imagine un fluide qui s'écoule, ici dans la direction X, et que j'imagine deux feuillets de ce fluide, le premier qui est dessiné par le petit rectangle ABCD et le deuxième par A'B'C', si ces deux feuillets de fluide n'ont pas la même vitesse, il va y avoir une force qui va apparaître entre ces deux feuillets d'écoulement du fluide. Et cette force va être proportionnelle à la surface de contact entre ces deux fluides, à la différence de vitesse que ces fluides ont, que ces surfaces ont. Comme les surfaces ici, je les ai mises à des positions différentes dans la direction Z, la force va être proportionnelle à la dérivée de la vitesse dans la direction Z. Donc c'est une approximation dans la mesure où j'imagine un fluide qui s'écoule dans la direction X, qui est homogène dans la direction Y, et qui a des vitesses différentes dans la direction Z. Et le coefficient de proportionnalité entre la force, la surface et la dérivée de la vitesse est un nombre qu'on appelle la viscosité. La viscosité se mesure en pascal fois des secondes,
c'est-à-dire en kilogrammes par mètre et par seconde. De nouveau, vous pouvez trouver très facilement les unités de la viscosité, puisque la force, c'est des newtons, la surface, c'est des mètres carrés, la vitesse, c'est des mètres par seconde, la position, c'est des mètres. Donc, la dérivée de la vitesse par rapport à la position nous donne des mètres par seconde divisé par des mètres, donc des par seconde. Ici, on a des mètres carrés, donc c'est des mètres carrés par seconde. Et la force, ce sont des kilogrammes mètres par seconde carré. Le bilan, c'est que la viscosité a comme unité des kilogrammes par mètre et par seconde, simplement aussi des pascals secondes. Voici quelques exemples de l'eau, enfin, cité ici, où on voit que la viscosité diminue avec la température. Effectivement, c'est quelque chose d'observable dans votre cuisine. Dès que vous faites chauffer de l'huile, eh bien, vous voyez bien que l'huile s'écoule difficilement lorsqu'elle est froide dans votre poêlon, mais dès que le poêlon est chaud, dès que la casserole est chaude, vous voyez bien que ce fluide s'écoule très très facilement. Donc la viscosité, qui était cette force de freinage entre des vitesses différentes dans le liquide, eh bien, va diminuer lorsque la température augmente. Voici quelques idées, quelques valeurs pour l'eau, pour le sang, pour l'aile et pour l'huile, où la valeur, regardez, est 1000 fois plus élevée que l'eau. Alors, on appelle parfois la viscosité cinématique le rapport de la viscosité état divisé par la masse par unité de volume du fluide. Mais c'est simplement pour une terminologie, si parfois vous trouvez ce terme dans les livres de physique générale. Lorsqu'on parle de viscosité, on ne parle que de ce coefficient état. C'est la lettre grecque qui ressemble à un N. Et effectivement, dans la majorité des livres de physique, on utilisera toujours la même lettre pour désigner la viscosité. Tandis que la viscosité cinématique est notée mu. Là, c'est un peu ambigu, puisque mu est aussi lié à la fréquence, lorsqu'on parle d'onde. Et quoi qu'il en soit, la viscosité dynamique est le rapport de la viscosité divisé par la masse par unité de volume, qui est en kilogrammes par mètre cube. Et donc, ce qui se passe lorsqu'il y a un écoulement, c'est qu'il y a donc un freinage, puisqu'effectivement, un fluide qui s'écoule dans un tube, eh bien, la vitesse du liquide au niveau de la paroi doit s'accorder avec la vitesse de la paroi, et donc la vitesse du liquide va devenir quasiment nulle au contact de la paroi. Et donc, on peut constater que la vitesse d'écoulement d'un liquide dans un tuyau, par exemple, cylindrique, c'est-à-dire qu'il y a une section sphérique et qui est linéaire, eh bien, la vitesse maximale du fluide sera au centre et que cette vitesse va diminuer par rapport au bord. Et cela va engendrer quelque chose de fondamental, c'est une chute de pression. C'est-à-dire qu'on constate que lorsqu'on laisse écouler un fluide dans un tuyau horizontal de rayon R, eh bien, lorsqu'on place deux tubes verticalement au tuyau, rappelez-vous cette technique qui s'appelle la technique Venturi, permet de mesurer la pression à l'intérieur du fluide, eh bien, on constate qu'après une distance L, eh bien, la pression, c'est-à-dire le niveau de liquide perpendiculaire au tuyau, a chuté à cause de cette force de frottement. C'est-à-dire, le théorème de Bernoulli, lorsqu'on ne tient pas compte du frottement, nous dira que la pression dans un tuyau qui est horizontal est constante, puisque la section ne change pas, la vitesse, le débit est donc constant, donc la vitesse est constante. Si la pression ne change pas parce que la hauteur ne change pas, eh bien, il ne peut pas y avoir de chute de pression. Dès qu'on tient compte de cette force de freinage, eh bien, il y aura une perte de pression, une chute de pression. Et cette chute, eh bien, va se mesurer par l'utilisation de deux tuyaux perpendiculaires au tuyau principal dans lequel s'écoule le fluide. Et cette différence de pression va être reliée à la viscosité. Il y aura ce qu'on appelle une perte de charge, c'est un mot typique en plomberie, en tuyauterie. Dès qu'il y a une variation de pression liée à la viscosité, et comme tous les fluides sont visqueux, eh bien, la pression, même dans un tuyau horizontal,
même sans changer la section, eh bien, cette pression va chuter à cause de la force de frottement interne à l'écoulement du fluide. Et la chute de pression va être égale à 8 fois la viscosité état fois la distance qui sépare les deux points où on mesure la pression, multipliée par la vitesse moyenne d'écoulement du fluide, divisée par le rayon au carré. Et donc on voit que plus le tuyau est petit, c'est ce qu'on veut simplement montrer ici du point de vue intuitif, si le rayon de ce tube est petit, la chute de pression sera grande. Et donc on aura des pertes de charge, des pertes de pression très importantes si le rayon du tube est petit. Et comme je le répète, tous les fluides sont visqueux. Cela signifie par exemple que dans vos habitations, si vous désirez alimenter une douche, il faut évidemment que la différence de pression entre l'intérieur du tuyau et l'extérieur, qui est la pression atmosphérique, soit grande de telle façon à ce que l'eau quitte le tuyau pour venir évidemment alimenter votre baignoire ou votre douche. Si le tuyau est trop étroit, la viscosité du liquide étant importante, celle de l'eau, eh bien, le liquide peut très bien ne pas s'écouler dans le tube à cause des forces de frottement. Donc la viscosité est un phénomène extrêmement important dans la vie de tous les jours et a été complètement négligé dans l'équation de Bernoulli, qui ne tient compte d'aucune force de frottement. On peut aussi montrer que le débit qui va circuler dans le tube, qui est simplement la section pierre carrée fois la vitesse, va être lui aussi, déterminé par la viscosité. On aura que la vitesse moyenne sera la différence de pression divisée par 8 état L, puisqu'on retire ici la valeur de la vitesse moyenne V, qu'on réinjecte dans l'équation du débit. Et donc le débit d'eau va être proportionnel à la différence de pression, mais inversement proportionnel à la longueur du tuyau et à la viscosité. Plus le tuyau est long, L est grand, plus le débit sera petit. Donc, encore une fois, si on ne change pas le rayon du tuyau, si vous mettez un très très long tuyau entre l'arrivée d'eau et la sortie d'eau, comme je l'ai dit là tout à l'heure par une douche, eh bien le débit, c'est-à-dire la quantité de litres qui va être débité par seconde ou par minute, sera très faible si la distance est grande. Alors, on appelle cette loi la loi de Poisson. Voilà. Encore une fois, regardez, cette loi est relativement complexe. Il y a pi, il y a le rayon exposant 4, une différence de pression, il y a le nombre 8 qui est lié à la géométrie du problème, il y a la viscosité, il y a la distance. Il est clair, évidemment, que vous ne devez jamais mémoriser ce genre d'équation. Elle sera donnée si le problème, évidemment, le nécessite. Et par exemple, eh bien, si vous regardez 70 millilitres de sang sont libérés par la aorte à chaque seconde, à chaque battement cardiaque. Disons qu'on est ici dans l'exemple de 70 battements par minute, donc presque 1 par seconde, un peu plus qu'un par seconde. On a un débit de 5 litres par minute qui est la circulation de temps sanguine totale du sang. Eh bien, ce débit va être déterminé par la viscosité sanguine et par le nombre de canalisations, entre guillemets, c'est-à-dire les différentes veines qu'il doit traverser. La viscosité permet aussi de comprendre la chute des corps dans un milieu liquide. Liquide, attention, c'est aussi fluide de façon générale. Donc, par exemple, dans l'air aussi. Si je prends une pièce métallique, une pièce sphérique, ici dessinée en rouge, eh bien, on peut démontrer, et c'est ce qu'on appelle la loi de Stokes, qu'il va y avoir une force de freinage liée à la viscosité, puisque la pièce métallique tombant à cause du poids, donc j'ai pris l'axe Z vertical vers le bas dans ce cas-ci, donc le poids, c'est la force en vert, eh bien, il va y avoir un déplacement du fluide au niveau de la masse qui est en train de tomber. Comme le fluide est en freinage par rapport à l'autre fluide, il va y avoir une force de freinage qui va s'exercer du fluide sur la masse. De nouveau, c'est la troisième loi de Newton. La masse va se déplacer, va exercer une force sur le fluide, donc le fluide exerce une force sur la masse. On peut démontrer
que pour une forme totalement sphérique, la force de freinage dessinée ici en jaune, qui s'exerce vers le haut, sera égale à 6 pi fois le rayon de la bille qui est en train de tomber, fois la vitesse à laquelle elle tombe, multiplié par la viscosité. La viscosité, comme je dis, existe dans tous les fluides. Donc l'eau, il y a un freinage, mais dans l'air aussi. Et le freinage s'appellera dans l'air un freinage aérodynamique, c'est-à-dire c'est celui qui est important pour tout déplacement de véhicule, comme une voiture, un tram, un bus ou un vélo, dans l'air. Cette équation qui est là, qui est la loi de Stokes, est une approximation pour les vitesses petites. Lorsque V est petit, on a un gain de proportionnalité entre la force et la vitesse. Lorsque les vitesses deviennent un peu grandes, entre guillemets, et on verra ce qu'on veut dire par grande, eh bien la force peut devenir proportionnelle à la vitesse au carré, par exemple, ou à n'importe quelle puissance de la vitesse. Et ce sont des études je dirais, expérimentales qui permettent de déterminer les forces aérodynamiques de freinage d'une structure quelconque, quelle que soit sa forme, qui se déplace dans un fluide, que ce soit l'eau ou l'air. Bien entendu, la viscosité de l'air est beaucoup plus petite que la viscosité de l'eau, mais elle existe quand même, et donc il y a bien un freinage aérodynamique. Pour ceux que ça intéresse, il existe un institut qui s'appelle l'Institut von Karman, qui est situé au sud de Bruxelles vers Waterloo, sur la chaussée de Waterloo, et qui possède un laboratoire gigantesque pour mesurer toutes les forces de freinage de n'importe quelle structure qui se déplace dans l'air, puisqu'on a une technique de soufflerie qui envoie de l'air sur l'objet et qui permet de mesurer la force de freinage qu'exerce cet air sur l'objet qui est en déplacement. C'est une force de freinage très importante puisqu'elle permet de déterminer la consommation d'énergie de n'importe quel véhicule qui se déplace dans l'air. On peut donc revenir aux équations du mouvement de Newton, F égale ma, dans le cas ici d'un exemple simple qui est la masse fois l'accélération est égale à la force totale. J'ai dirigé l'axe Z vers le bas, donc j'ai le poids qui est dirigé positivement, puisque l'axe Z, je l'ai dirigé dans la direction G. Et je ne vais tenir compte que du frottement qui est dirigé dans le sens opposé. Vous voyez ici, par exemple, que j'ai complètement négligé la poussée d'Archimède. C'est juste un exercice technique, c'est pour vous montrer ce qui va arriver lorsque j'ai ici une équation qui est différentielle, puisque l'accélération est la dérivée de la vitesse. Et donc, je ne vais pas résoudre cette équation, mais je peux me demander, tiens, existe-t-il une solution où la vitesse de cette bille sphérique rouge serait constante? À ce moment-là, l'accélération est nulle, donc j'écris 0, et la vitesse est une vitesse constante, que je baptise vitesse limite, c'est le mot lim qui est ici, comme indice de la vitesse. Je peux donc trouver que la vitesse limite est égale au poids de l'objet divisé par 6 pi fois son rayon, et divisé encore par la viscosité du milieu, que ce soit l'air ou le liquide. Alors je peux évidemment remplacer la masse par unité de volume fois le volume, puisque j'ai la masse et le rayon, la masse au numérateur et le rayon au dénominateur. Il est clair que la masse de cet objet va dépendre du rayon. Donc il est intéressant de remplacer la masse par le volume multiplié par la masse par unité de volume. Ça se simplifie. Vous avez R cube au numérateur, R au dénominateur. Et on voit donc que la vitesse limite de chute de cet objet, quand j'ai même négligé c'est l'Archimède, sera proportionnelle à 2/9, inversement proportionnelle à la viscosité, proportionnelle au rayon au carré, à la masse volumique et G. Pourquoi on sort la masse volumique? Parce que la masse brute des corps, on connaît la masse volumique de ces corps. Si c'est un être vivant, je ne sais pas, une fourmi, une abeille, une mouche, la masse volumique est toujours celle de l'eau, par exemple. Si c'est un métal, eh bien, vous avez une masse volumique du métal. Et donc, ici, je peux observer que la vitesse limite de descente, ici, est proportionnelle au rayon au carré. C'est-à-dire que plus la gouttelette est petite, si R est petit,
Si vous diminuez R par 2, vous allez diminuer la vitesse d'un facteur 4. Et donc, plus les objets sont petits, et plus ils tombent extrêmement lentement. Et donc, ça permet d'expliquer, par exemple, la notion de nuage. Quand vous regardez dans le ciel un nuage, eh bien, il est quand même étonnant que le nuage reste dans le ciel, puisque si on vous dit que le nuage est une association de cristaux de glace, c'est ce qu'on vous dit hein, à l'école, on dit que dans le nuage, c'est de la vapeur d'eau qui s'est cristallisée et qui a formé des cristaux de glace. Bah, très très bien, mais la glace, comme l'eau, a une masse volumique de presque 1000 kg par mètre cube. L'eau, c'est 1000 kg par mètre cube, et la glace, vous savez, c'est un peu moins, disons 900 kg par mètre cube. Mais l'air, la masse volumique de l'air est 1 kg par mètre cube. Donc il est clair que ce n'est pas la poussée d'Archimède de l'air qui est capable de maintenir le nuage dans le ciel. Donc comment se fait-il qu'on voit ces nuages? Eh bien là, on va calculer simplement la vitesse de chute. Si je regarde les gouttes dans un nuage, ces gouttes ont un rayon entre 2 et 200 microns. La viscosité de l'air est très petite, de 10-5 kg par mètre et par seconde, et la masse volumique de l'eau, par exemple, d'une bouteille d'eau, est de 1000 kg par mètre cube. Si c'est de la glace, on est à peu près à la même chose. Et je trouve alors que la vitesse de chute pour ce genre de gouttelette est de 0,4 mm par seconde. C'est-à-dire en fait que le nuage tombe, effectivement, mais avec une vitesse de chute extrêmement lente. On est à 0,4 mm en une seconde. Le nuage ne progresse que d'1 mm toutes les 2,5 secondes. Et donc, en fait, ce n'est pas que le nuage reste dans le ciel, le nuage tombe effectivement, mais la vitesse de chute est tellement lente qu'on a une impression d'immobilité dans le ciel. C'est le même argument qui permet de comprendre pourquoi un insecte que vous laissez tomber de votre table, par exemple, prenez une fourmi qui fait à peine de 2-3 mm, lorsqu'elle tombe de votre table, qui est placée typiquement à 1,20 m, 1,20 m, c'est quand même 1200 mm. Ce qui veut dire que la fourmi tombe, prenons une fourmi de 3 mm, la fourmi tombe de 400 fois sa hauteur. C'est comme si un être humain tombait, prenons un être humain de 2 mètres, tombait de 800 mètres de haut. Autant vous dire qu'un être humain qui tombe de 800 mètres de haut arrive au sol avec une vitesse importante et se fracasse au sol. Par contre, une fourmi a exactement les mêmes types de cellules que nous. La fourmi n'a pas un super squelette hyper résistant. Et la seule chose qui compte, c'est que lorsqu'il va tomber, la fourmi ayant un diamètre, un rayon extrêmement petit, la vitesse à laquelle la fourmi va se déplacer vers le sol est extrêmement basse. Et donc la fourmi va arriver au sol en tombant d'une hauteur de 1200 mm, c'est-à-dire de 400 fois sa hauteur. Elle arrivera au sol avec une vitesse limite extrêmement faible. Et donc, elle peut parfaitement se rattraper, entre guillemets, c'est-à-dire amortir sa chute, puisque la vitesse est extrêmement faible. Dès que les gouttelettes grossissent, évidemment, si j'augmente la dimension de ma gouttelette, eh bien, je peux atteindre des vitesses raisonnables de l'ordre de 4 mètres par seconde. D'accord, si j'ai pris cette fois-ci un rayon qui est le double ou le triple des 200 microns, et donc j'arriverai à ce moment-là à avoir des gouttelettes d'eau qui tombent effectivement du nuage et il se met à pleuvoir. Évidemment, dans cet exercice-ci, comme je l'ai dit, on a complètement négligé la poussée d'Archimède. Même chose lorsque je regarde par exemple un petit sédiment dans l'eau, c'est-à-dire des graines qu'on appelle sédiments, c'est de la matière qui se trouve dans une rivière par exemple. De nouveau, la matière a un diamètre relativement petit, même si la viscosité de l'eau est évidemment beaucoup plus importante que la viscosité de l'air. Vous êtes à 10,3 alors que l'air, vous êtes à 10,5. Eh bien, vous avez des déplacements extrêmement faibles pour 2 microns et des déplacements à 40 cm par seconde pour 200 microns. C'est-à-dire que la matière qui est dans un liquide eh bien, va rester en suspension dans ce liquide, même si effectivement elle descend avec une vitesse, regardez, de 40 micromètres par seconde,
c'est-à-dire de 20 fois sa taille toutes les secondes, avec une taille de 2 microns. Rappelez-vous, la taille moyenne d'un atome est de 0,1 nanomètre, et le nanomètre est le millième du micromètre. Donc 2 micromètres, typiquement, c'est 2000, 3000, donc un amalgame de 2 à 3000 atomes dans le liquide. Sa vitesse de chute est extrêmement faible, et donc on peut estimer la vitesse de la chute comme étant quasiment nulle. C'est aussi ce genre, puisque nous sommes toujours en système Covid, c'est aussi ce genre d'analyse que l'on fait lorsqu'on calcule la vitesse de chute des gouttelettes émises lorsqu'on parle, les différents postillons, entre guillemets, c'est-à-dire le fait que nous dégageons de la vapeur d'eau par respiration et aussi parce que l'on parle, il y a ces micro-gouttelettes qui vont mettre des temps relativement longs avant de se déposer sur les surfaces. Excusez-moi. Alors, à quoi me demande est-ce qu'il faut retenir la loi de Stokes? Elle sera donnée comme formule de débit. Oui, elle sera donnée. Chaque fois, ces équations, comme si puis R est à V, c'est un peu trop long, ce n'est pas intéressant pour la physique, comme je vous l'ai dit, de mémoriser, mais de pouvoir comprendre comment on résout un problème. Donc cette équation-là sera considérée comme complexe par moi, et donc elle sera donnée si c'est nécessaire, bien. Alors, comme il y a résistance à l'écoulement, il y aura donc une variation dans l'équation de Bernoulli. Rappelez-vous, le débit, c'est la section entre la vitesse, et l'équation de Bernoulli classique, c'est l'énergie cinétique par unité de volume, un demi-rho V carré, plus l'énergie potentielle par unité de volume, rho Gz, par unité de volume, parce qu'apparaît ici rho qui est la masse par unité de volume, plus la pression, qui est une énergie par unité de volume, égale l'énergie totale mécanique par unité de volume, écrit petit e et pas grand E. Rappelez-vous, grand E, c'est pour l'énergie mécanique totale exprimée en joules, alors petit e, c'est en joules par mètre cube. À cause de la force de frottement, de la viscosité, il y a une différence de pression. Et donc, le débit, comme je l'ai bien indiqué, est proportionnel à la chute de pression, proportionnel au rayon exposant 4, inversement proportionnel à la distance que l'on mesure pour déterminer le delta P, c'est-à-dire la variation de pression. La variation de pression divisée par la longueur, c'est ce qu'on appelle aussi le gradient de pression. Et donc, on peut définir ce qu'on appelle le nombre de Reynolds, RE, qui est un nombre sans dimension. Si vous calculez la distance L en mètres, la vitesse en mètres par seconde, la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, et que vous divisez par la viscosité qui est en pascal seconde, le nombre qu'elle a n'a pas de dimension. Et on peut montrer, ce n'est pas une démonstration, c'est une monstration que lorsque le nombre qu'on appelle le nombre de Reynolds est grand, tout ce que je viens de dire ici est relativement faux. Vous êtes dans une zone dite de turbulence où le fluide ne se déplace pas en couches parallèles, successives, calmes, ce qu'on appelle ici l'écoulement laminaire. Dès que le nombre de Reynolds est petit, eh bien, tout ce que je viens de dire est correct, tout ce que je viens de dire est applicable, parce que l'écoulement est dit à ce moment-là laminaire. On a bien des couches différentes de ce liquide qui se déplacent à des vitesses différentes. Étant donné que, rappelez-vous, dès que j'ai une force, quelle qu'elle soit, et que j'ai une vitesse de déplacement, eh bien, j'ai une puissance de cette force qui n'est rien d'autre que la force fois la vitesse. Normalement, il y a un produit scalaire ici, mais ici, je vais considérer que la force et la vitesse sont parallèles. Et donc, la force est la différence de pression sur la surface, c'est la force qui met en mouvement ce liquide, et donc la surface fois la vitesse, la section fois la vitesse n'est rien d'autre que le débit. Donc la puissance qui est dissipée lorsque j'ai un mouvement visqueux sera la différence de pression multipliée par le débit. Et donc on va introduire une nouvelle notion qu'on appelle la résistance à l'écoulement.
résistance à l'écoulement est par définition le rapport de la différence de pression divisé par le débit. Et donc, la puissance dissipée dans un écoulement fluide dans lequel il y a de la viscosité sera le coefficient résistance à l'écoulement multiplié par le débit au carré. Et donc, pourquoi on a introduit cette notion de résistance à l'écoulement, qui est baptisée et qui est écrit R indice F, pour rappeler qu'il s'agit d'une force de frottement? Eh bien, c'est parce qu'en fait, dès qu'il y a des tuyaux les uns derrière les autres ou mis en parallèle, exactement comme les résistances électriques, exactement comme le système optique, on retrouve systématiquement ces mêmes types de relations. Eh bien, on peut montrer que lorsqu'on a deux tuyaux, un tuyau principal qui se divise en deux tuyaux, qui sont mis donc en parallèle, avec différentes sections, il y aura un débit D1 et un débit D2 dans ces deux tuyaux. Il est clair que le débit D1 plus D2 doit être égal au débit principal, puisque là, c'est la conservation de la masse. On a une pression P1 et une pression P2. On a donc une chute de pression qui s'exerce de la même façon sur les deux tuyaux mis en parallèle. Et on a par définition que le débit est inversement proportionnel à la résistance à l'écoulement. Et donc, puisque la différence de pression est la même pour les deux tuyaux, dès que j'ai deux tuyaux parallèles, un sur la résistance à l'écoulement de l'ensemble des tuyaux est égal à 1 sur la résistance à l'écoulement du premier tuyau, plus 1 sur la résistance à l'écoulement du deuxième tuyau. Vous retrouvez ici la même loi d'addition de deux résistances mises en parallèle. C'est pour ça qu'on utilise le mot résistance à l'écoulement, puisqu'il s'agit ici d'une chute de pression dans une situation où le fluide a une viscosité. De même, si je connecte cette fois-ci des tuyaux l'un derrière l'autre, c'est-à-dire en série, j'ai une chute de pression dans le premier tuyau de P1 à P2, j'ai une chute de pression P2, P3 dans le deuxième tuyau. Le débit doit être le même. Le débit, c'est l'équivalent de l'intensité électrique du courant. J'ai une résistance R1 du premier tuyau à l'écoulement, une résistance R2 au deuxième tuyau. Le débit doit être strictement le même. Le débit, c'est la chute de pression divisée par la résistance à l'écoulement. Et j'arrive à montrer très facilement que la résistance à l'écoulement, lorsque j'ai deux tuyaux mis en série, est simplement la somme de la résistance à l'écoulement de chaque tuyau. Et donc, cette notion de résistance à l'écoulement qui va être, rappelez-vous, liée à la puissance dissipée, perdue par frottement, donc qui est transformée en chaleur ou en son lorsque un fluide s'écoule dans un tuyau, eh bien, cette résistance au frottement qui est définie comme étant la variation de pression divisée par le débit, ce sont donc des pascals divisés par des mètres cubes par seconde, eh bien, la résistance à l'écoulement obéit aux mêmes lois que la résistance électrique. Deux tuyaux en parallèle, on additionne les inverses des résistances à l'écoulement. Deux tuyaux en série, l'un derrière l'autre, on ajoute la résistance à l'écoulement. Pour évidemment vous dire ce qui se passe dans le corps humain, on a dans le corps humain un ensemble de tuyauteries, entre guillemets, qui consiste en partant du cœur, qui est une pompe, à faire véhiculer le sang enrichi par oxygène vers les différents organes. Typiquement, l'organe principal étant le cerveau, consommation d'énergie, d'oxygène maximale. Les cellules vont rejeter du CO2, c'est-à-dire vont éliminer l'oxygène. Donc c'est pour ça qu'on colorie de façon métaphorique, bien entendu, le sang en rouge lorsqu'il est oxygéné et le sang en bleu lorsqu'il n'y a plus beaucoup d'oxygène, voire plus du tout. C'est simplement lié effectivement à la couleur, entre guillemets, de l'hémoglobine. Rappelez-vous, l'hémoglobine, lorsqu'elle fixe l'oxygène, dans l'hémoglobine, on a des atomes de fer. Dans cette molécule, cette protéine gigantesque, on a des atomes de fer.
Lorsque le fer fixe l'oxygène, il est dans un état d'oxydation précis. Lorsque le fer libère cet oxygène, lorsque l'hémoglobine libère cet oxygène dans les cellules qui nécessitent cet oxygène, il change d'état d'oxydation. Donc la couleur de cette protéine est différente. Si vous faites une recherche intéressante sur Internet, vous verrez qu'il y a des animaux, et entre autres les poulpes, les mollusques, qui n'utilisent pas d'hémoglobine, mais une autre molécule, dans laquelle, cette fois-ci, ce n'est pas le fer qui joue le rôle d'atome fixant l'oxygène, mais le cuivre. Et donc, ces animaux-là ont plutôt un sang bleu, et pas un sang rouge. C'est-à-dire le cuivre, lorsqu'il fixe l'oxygène, est dans un état d'oxydation différent que lorsqu'il libère l'oxygène. Et la couleur du cuivre ayant fixé l'oxygène dans un état d'oxydation 2, eh bien, est plutôt bleu-vert. Et donc, ces animaux ont un sang de couleur plutôt bleu-vert, alors que nous, les êtres humains et les primates, avons un sang, lorsqu'il est oxygéné, de couleur plutôt rouge, et lorsqu'il est désoxygéné, plutôt une couleur plus sombre, allant vers le bleu et le violet. Mais ces artères et ces veines principales se sous-divisent en toute une série de réseaux capillaires de diamètre extrêmement petit, qui ont tous évidemment des résistances à l'écoulement différentes, puisqu'ils ont des diamètres différents. Donc ça permet de comprendre le mécanisme de circulation du système sanguin à travers n'importe quel être vivant qui utilise le sang comme mécanisme de transfert, ou qui n'utilise pas spécialement du sang, mais un système pouvant transporter l'oxygène, qui utilise l'oxygène pour véhiculer l'oxygène dans les différentes parties du corps. Et donc typiquement, on a des pressions, des différences de pression. Ici, la pression, c'est la pression de jauge, c'est-à-dire la différence de pression entre la pression interne et la pression atmosphérique, de l'ordre de 12 800 kPa au niveau de la partie supérieure du corps, et cette différence de pression va dépendre de l'endroit où on se trouve. Au niveau du cœur, vous avez à peu près 100 000 pascals de pression supplémentaire au niveau de l'aorte qui va injecter le système sanguin partout au niveau du corps humain. On peut montrer et avoir une estimation directe de l'ensemble des débits au niveau des différentes parties du corps. Le débit cardiaque exprimé en mètres cubes par seconde. Rappelez-vous, un mètre, c'est 100 cm, c'est 10 exposant 2. Donc ceci, le 10-6, correspond à des centimètres cubes. Donc au niveau du cerveau, on a un débit de 12 cm3 par seconde. Au niveau du foie, 25. Au niveau du poumon, là où l'échange, évidemment, est maximal, on a 97 cm3 par seconde de débit sanguin, avec chaque fois une résistance à l'écoulement mesurée en kilopascal par mètre cube par seconde, qui est affichée, puisque chaque fois, le diamètre des différents systèmes circulatoires change évidemment en fonction de la partie du corps. Le volume sanguin total est estimé à 5 litres, 5,2 litres. Si vous prenez 5 litres, vous avez une estimation tout à fait raisonnable de la quantité de sang que les êtres humains ont en moyenne. La viscosité du sang est de l'ordre de 10-3, un peu comme l'eau, mais un peu plus, il est à 2, 10-3. Et la masse volumique du sang est très proche de la masse volumique de l'eau. Comme j'ai dit, la turbulence est l'endroit où on va dire que l'écoulement laminaire n'est plus valable. Dès que ce fameux nombre de Reynolds est supérieur à 2000, eh bien on a une circulation du liquide qui n'est absolument pas linéaire. Voici un exemple dans lequel on a coloré en différentes couleurs les vitesses d'écoulement du fluide. Eh bien, voilà l'écoulement ici d'un jet qui provient de la gauche et qui se déplace de la droite. Il y a des tas de zones quasiment immobiles en bleu foncé, et tout le reste est en mouvement. Et vous voyez bien sur l'image que le mouvement n'est évidemment pas rectiligne ni laminaire, c'est-à-dire que l'écoulement ne se fait pas en fines couches parallèles. Et donc, le théorème de Bernoulli est valable localement, mais pas du tout valable globalement dans ce tuyau. De même, les forces de frottement sont beaucoup plus complexes
que ce qui a été expliqué précédemment. Et lorsque ce même nombre de Reynolds est petit, eh bien l'écoulement est laminaire, tout ce que je viens de dire, est relativement utilisable comme modèle pour prédire le comportement de ce fluide. Vous devez savoir qu'un avion qui décolle, eh bien, il est dans la zone turbulente. Lorsque vous ouvrez le robinet d'eau avec un haut débit, eh bien, vous êtes aussi dans un système turbulent. Regardez le jet d'eau lorsqu'il sort du robinet, eh bien, il a une structure et une forme qui n'est pas du tout rectiligne, qui n'est pas du tout cylindrique. Si vous diminuez le débit du liquide, vous obtiendrez un joli jet parfaitement vertical et presque cylindrique en tout cas, tandis que dès que vous augmentez le débit, eh bien, vous entrez dans une zone de turbulence de ce liquide. Encore une dernière force importante au niveau des fluides, c'est ce qu'on appelle la tension superficielle. Petit film. Dans la paroi d'une bouteille en plastique, est-ce que vous on a entendez? pratiqué avec un clou quelques trous horizontaux distants d'environ 5 mm. Si la bouteille contient de l'eau, celle-ci s'écoule par les trous en plusieurs jets distincts. En passant un doigt horizontalement devant les trous, on parvient à rassembler les jets en un seul. On les sépare de nouveau en repassant le doigt, cette fois verticalement. Cette expérience illustre l'existence des forces de cohésion à la surface de tout liquide et qui tendent à minimiser sa surface. Voilà, est-ce que vous avez entendu l'explication par rapport au film? Oui. Ah, merci. Parfait. Merci beaucoup. Effectivement, il y a une force supplémentaire. Donc, on a vu la viscosité, qui est une force de freinage, et il y a une force liée à ce qu'on appelle l'interface entre le liquide et un autre fluide. Ici, l'eau s'écoule dans l'air. On est donc en présence de deux fluides, l'eau et l'air. Et il y a une propriété remarquable qu'on baptise tension superficielle et qu'on métaphorise en disant que tout fluide a tendance à minimiser sa surface de contact avec un autre fluide. Et on peut constater cette propriété en examinant, par exemple, comme la photo de gauche ici, que des insectes sont parfaitement capables de se maintenir sur l'eau, alors que la masse volumique de cet insecte est supérieure à celle de l'eau, il devrait couler. Mais grâce au fait que les pieds, regardez, enfin les pattes, sont en contact avec la surface de ce liquide, il y a une force qui s'exerce du liquide sur cet insecte, sur chaque patte, qui est capable de maintenir le poids de cet insecte. La photo en bas à gauche, et cette fois-ci un trombone, là c'est un métal, donc clairement la masse volumique est supérieure à la masse volumique du liquide, et pourtant il ne coule pas. Là aussi, il y a une déformation de la surface qui est une interface entre l'eau et l'air. Eh bien, le liquide voulant maintenir la surface la plus petite de contact entre le liquide et l'air, ici dans cette expérience, eh bien, il y a une force qui apparaît, qui est proportionnelle à la déformation de la surface. Plus exactement, on a introduit une constante qu'on appelle gamma, qui s'appelle la tension superficielle du fluide. Et la définition est simplement liée à la quantité d'énergie delta W que vous devez fournir pour modifier la surface de contact entre le fluide 1 et le fluide 2, c'est-à-dire par exemple entre l'eau et l'air. La quantité d'énergie nécessaire delta W pour changer la surface de contact delta A pour dire R, delta pour dire variation de surface, la proportionnalité entre les deux et cette constante de proportionnalité qu'on appelle la tension superficielle. L'énergie, c'est des joules, la surface, c'est le mètre carré. Donc la tension superficielle, par exemple, de l'eau en présence de l'air est de 0,07 joules par mètre carré. Bien entendu, des joules, c'est des newtons fois des mètres, donc la tension superficielle peut aussi s'écrire comme 0,07 newtons par mètre. Donc, aussi une autre façon de voir. La première façon de voir, c'est l'énergie joule pour modifier la surface mètre carré, ou bien
la force nécessaire N pour modifier la distance mètre, donc N newton, pour modifier une forme de distance, par exemple pour modifier la périphérie ou le périmètre de cette surface. Pour vous donner un petit calcul simple qui est très facile à faire, j'imagine deux bulles, n'est-ce pas, chacune de même rayon, donc chacune a le même volume de 4/3 pierre cube. Très bien. Maintenant, je peux calculer la surface de chacune de ces deux bulles, bah, c'est 4π r carré. Supposons que ces deux bulles en forment qu'une seule. La surface totale est 4π r carré et le volume total est 4/3 de pierre cube. Si l'eau est incompressible, ce qu'on va prendre comme exemple ici, eh bien, le volume total doit être la somme des deux volumes. Et donc, le rayon de la nouvelle sphère, qui est le collage, la coagulation de ces deux gouttes, est la racine cubique de 2 fois le rayon des deux petites gouttes. Donc, le rayon de ma nouvelle goutte est plus grand, bien entendu. Mais si je regarde quelle est la surface de cette grosse gouttelette, qui est la somme des deux petites, la surface étant 4π grand R carré, le R étant la racine cubique de 2, j'arrive à calculer la surface de cette nouvelle grande goutte, et cette surface est plus petite, elle vaut 1,59 comparée à la surface des deux gouttelettes, qui vaut 2 fois cette surface. Et donc, une grande gouttelette qui est la coagulation, la fusion de deux petites gouttelettes, a bien la somme des deux volumes, mais par contre, sa surface est plus petite, la surface totale de ma grande goutte est plus petite que la surface totale des deux petites gouttes. Et on constate donc qu'au niveau de la physique, dès qu'on met des gouttes en présence, des gouttelettes, que ce soit des gouttelettes d'eau, des gouttelettes de CO2 dans de l'eau, des gouttelettes de n'importe quoi, eh bien, les gouttelettes ont tendance à se fusionner, c'est-à-dire de minimiser la surface de contact qu'elles ont avec le fluide extérieur. Et donc, deux gouttelettes vont avoir tendance à se coaguler pour en former une seule, puisque la masse, elle, n'aura pas changé. La masse 1 plus la masse 2 sera bien égale à la masse 1 plus 2. Mais la surface est plus petite que la somme des deux surfaces des deux gouttelettes. C'est une autre manifestation de la tension superficielle. C'est donc une force qui n'est pas interne, mais qui est une force de surface liée à l'interface entre le liquide 1 et le liquide 2. Alors, dans l'expérience que vous avez vue dans le film, c'est le liquide eau en contact avec l'air, qui est un autre fluide. Et donc, c'est toujours des relations entre deux fluides au minimum, ou entre deux structures qui sont en contact. Au niveau de la physique, on sait qu'il y a une force au niveau de la surface qui va tendre à minimiser la surface de contact entre un fluide 1 et un fluide numéro 2. On peut ainsi comprendre le fait que, par exemple, lorsque je arrive à mettre une bulle de savon rectangulaire entre une barre, ici une lettre, un fil métallique en forme de U inversé, sur lequel je mets une petite barre horizontale qui est capable de coulisser, et bien il va y avoir une force ici, dessinée en vert, qui va être vers le haut, et qui va tendre à diminuer la surface de contact entre ce liquide et l'air. Et de nouveau, comme on a vu que le travail, l'énergie était gamma, la tension superficielle multipliée par la variation de la surface, et bien de même, on va montrer, c'est la même relation, qu'il existe une force qui va être la tension superficielle multipliée par la longueur de la barre, qui va tendre à fermer cette structure pour avoir moins de contact. Je peux d'ailleurs calculer par la même technique la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur d'une gouttelette. Si je regarde une gouttelette d'eau, il y a une pression à l'intérieur et une pression à l'extérieur. La pression de l'air à l'extérieur et la pression à l'intérieur du liquide de la gouttelette d'eau. Et cette différence de pression sera égale à 2 fois la tension superficielle divisée par le rayon de la gouttelette, puisque la pression extérieure va tendre à faire diminuer ce volume, mais il y a un changement donc de surface, et donc
la gouttelette d'eau va tendre à minimiser cette surface de contact, mais la pression à l'intérieur va pousser vers l'extérieur, et donc il va y avoir un équilibre qui va s'établir entre la force intérieure qui tend à augmenter la surface, puisqu'on a une pression intérieure qui est plus grande que la pression extérieure, et ici, la tension superficielle qui tend à diminuer la surface. Donc la tension superficielle comprime la gouttelette, et la différence de pression va augmenter la gouttelette. Il y a donc un équilibre qui s'établit. Dans la bulle de savon, il y a un facteur 4 plutôt qu'un facteur 2, simplement parce que la bulle de savon est une double paroi. Il y a de l'air à l'intérieur, de l'air à l'extérieur. Et ici, dans cette bulle, il y a une paroi extérieure et une paroi intérieure. Et donc, ça nous donnera la différence de pression entre l'intérieur air de la bulle de savon, l'extérieur de la bulle de savon, qui est aussi de l'air. Il y a une différence de pression pour les mêmes raisons au niveau de la tension superficielle, mais il y a simplement un facteur 4, parce que dans les bulles de savon, il y a deux surfaces, une extérieure et une intérieure. La tension superficielle va donc minimiser la surface de contact, et il y a des tas de jeux simples à faire et amusants, comme par exemple le fait de poser deux cercles comme ceci en métallique, que l'on plonge dans une solution de savon, et on constate qu'apparaît une surface sur la structure, qui n'est pas du tout un cylindre, qui a cette forme un peu, qui ressemble au cheminée de refroidissement des centrales au gaz ou des centrales nucléaires. Et cette surface-là, latérale, est un hyperboloïde de révolution, où on peut démontrer mathématiquement que cette surface-là est la plus petite possible qui s'appuie sur deux cercles de même rayon. Donc la forme de contact entre le liquide et l'air, qui tend à diminuer cette surface, ne crée pas un cylindre, mais une forme ici que je ne démontre pas, je vous dis, c'est un hyperboloïde de révolution. De même, si on fabrique un petit cube avec des pièces en métal et qu'on le plonge dans une eau savonneuse, on voit apparaître des surfaces qui s'appuient sur les barres métalliques, et ces surfaces, certes, sont planes, mais dessinent une structure compliquée à l'intérieur du cube. Et pour vous montrer cet exemple, je vais le faire à deux dimensions. Je vais considérer 4 points, les 4 points bleus, qui sont les 4 sommets d'un rectangle où j'ai la largeur L et la longueur grand L de ce rectangle. Et je désire relier les 4 points bleus par une ligne qui est la plus courte possible. Et on peut vous démontrer mathématiquement que cette ligne va être une ligne brisée. C'est-à-dire que si vous arrivez au quart de la longueur d'un côté, au quart de l'autre longueur de l'autre côté, vous formez ainsi un genre de grand H avec les bords un peu inclinés. Et cette longueur-là, si vous regardez la longueur des lignes noires qui sont là, c'est bien une structure qui relie bien les 4 points bleus, les 4 sommets, et qui aura une longueur plus petite que n'importe quelle structure qui connecte les 4 points bleus. Et donc, c'est cette structure-là, qui est cette forme de H, qui apparaît à l'intérieur du cube, avec toute une série de plans, évidemment, parce qu'on est à 3 dimensions dans le cube, et à 2 dimensions seulement dans l'exercice qui est là. On peut calculer, cette distance et vous montrer que ça fera, vous faites le calcul par Pythagore et vous trouvez que la distance totale, c'est la largeur au carré plus la longueur au carré divisé par 2. Cette structure qui tend à minimiser la surface de contact va amener une nouvelle notion, mais qui est la même en quelque sorte, mais qui porte un autre nom, qu'on appelle capillarité. Dans la notion de capillarité, on a un fluide, l'eau, qui est en contact avec un autre fluide, l'air, et qui est en contact avec un solide, le verre. Et donc là, on a toute une série d'interfaces. On a interface eau-air, air-verre, verre-eau, et alors un point particulier ici, où on a l'interface verre-air-eau. Et donc, on a toute une série d'interfaces complexes, et les molécules qui sont constitutives de chacun de ces éléments vont avoir des forces d'interaction différentes lorsqu'elles sont en surface ou en volume, puisque à l'intérieur de l'eau, les molécules d'eau sont en contact avec des molécules d'eau,
À l'intérieur du verre, toutes les molécules du verre, donc de l'oxyde de silicium, sont en contact avec des molécules d'oxyde de silicium. L'air, à l'intérieur de l'air, toutes les molécules O2, N2 sont en contact avec des molécules O2, N2. Mais aux interfaces, ce n'est plus le cas. Ici, vous avez des interactions molécules de verre, molécules d'air. Ici, molécules d'eau, molécules d'air. Et en ce point-ci, molécules d'eau, de verre et d'air. Et cette interaction qui est liée à la notion de tension superficielle va faire en sorte que le liquide, au lieu d'être horizontal, qui est normalement la solution, la solution des équations du mouvement d'un fluide newtonien classique, eh bien on voit que la surface de contact n'est pas du tout plane, mais circulaire. Elle a une forme qui va dépendre de ce qu'on va appeler la capillarité, qui n'est rien d'autre que, comme je disais, que la tension superficielle. C'est un sujet un peu compliqué, je vous le donne simplement comme information générale. La forme qui va apparaître est la forme d'un cercle, dont on peut déterminer le rayon, avec un angle ici de contact entre le liquide et la surface. Ce point-ci est le fameux point où on a le triple interface liquide, gaz, solide. Il y a un angle de contact qu'on appelle aussi un angle de mouillage, et on peut démontrer qu'il va y avoir ici une force qui va mettre en action ce fluide, et que, par exemple, lorsque vous placez un tuyau d'eau de petit diamètre dans de l'eau, l'eau va monter par une force qu'on appelle la force de capillarité. Et la hauteur à laquelle va monter le liquide va être 2 fois la tension superficielle, vous voyez ici, le cosinus de l'angle avec lequel le liquide mouille les différentes surfaces, divisé par le rayon du tube, la masse volumique du fluide et petit g. Tandis que lorsque vous enfoncez le même tuyau dans le mercure, cette fois-ci, vous baissez le niveau. Et regardez, la forme est différente. Le cosinus de l'angle sera cette fois-ci négatif et le H va être négatif. Donc le cosinus de l'angle peut être positif ou négatif. Le système va monter ou descendre à l'intérieur de ce petit tuyau. Comme le tuyau est petit, on appelle ça un capillaire, comme un cheveu, d'où on appelle ça la capillarité. Pour vous donner un exemple, si on prend l'eau, capillarité 0, tension superficielle de 0,307, l'angle de mouillage de l'eau avec l'air et le verre est à peu près de 20 degrés, masse volumique de l'eau 1000, eh bien vous pouvez trouver que pour un diamètre, un rayon par exemple 0,2 mm, la hauteur du liquide va être de 7 cm, il va y avoir une colonne de liquide de 7 cm de haut qui monte. C'est une des explications, une seule, il y a d'autres explications. C'est une des explications de la montée de sève dans la plupart des plantes. Il n'y a pas de contraction musculaire, il n'y a pas un cœur qui bat à l'intérieur des arbres ou des plantes pour pomper le liquide nourricier dans toute la plante. La tension superficielle et l'effet de capillarité va être capable de faire monter la sève dans l'ensemble des capillaires. Cette technique est utilisée tous les jours en laboratoire, puisque la tension superficielle va dépendre de la taille moléculaire. Eh bien, on peut faire ce qu'on appelle de l'électrophorèse, c'est-à-dire mettre ici un produit, il va se mettre à monter en fonction de la tension superficielle, et les différentes molécules ou composantes de cette substance vont se déplacer à différentes vitesses, et donc on va avoir des marqueurs en partant d'une molécule ici qu'on a mis en A, B, C, D, E, etc. On va avoir des séparations en fonction du temps, bien entendu, avec des colorations précises qui permettent d'identifier les différents types de macromolécules qui migrent à des vitesses différentes. Et grâce à ça, on peut faire une analyse, je dirais, physique d'une substance complexe sans détruire les différents éléments à l'intérieur, ni par réaction chimique, ni par action, par exemple, mécanique du type feu ou chauffage. Simplement, la tension superficielle va faire grimper ces molécules, ces macromolécules avec des vitesses différentes. On va pouvoir ainsi séparer d'un mélange différentes molécules à différentes propriétés avec différentes tensions superficielles ou capillarité. Et donc, on pourra à ce moment-là déterminer de quel type de molécule il s'agit.
C'est un procédé d'analyse tout à fait courant qui se fait maintenant de façon automatique. Ce sont évidemment des ordinateurs qui mesurent tout de suite les positions des tâches et qui associent ces positions au type de molécules que l'on connaît. Pour terminer, et puis on ferait le petit break, eh bien, la dernière propriété fondamentale, c'est le mouvement brownien, à savoir que toute molécule que vous mettez dans un fluide eh bien, va se déplacer de façon totalement aléatoire, due au choc, due à la transmission de quantité de mouvement avec le fluide. Et donc, un fluide que vous mettez dans un fluide va faire ce qu'on appelle une diffusion, et la distance moyenne du carré va être proportionnelle au temps. C'est ce qu'on peut démontrer physiquement avec un coefficient qu'on appellera le coefficient de diffusion qui est mesuré en mètres carrés par seconde. Pour comprendre ce processus, eh bien, imaginons-nous des petites boîtes. À l'instant T, j'ai des différentes concentrations de molécules en position X à l'instant T, à droite en X plus delta X, à gauche en X moins delta X. Je me demande qu'est-ce qui se passe à l'instant T plus delta T. Eh bien, les molécules qui étaient là en position X vont pouvoir diffuser à gauche et à droite, tandis que la molécule qui était à gauche peut diffuser à droite, et la molécule qui est à droite peut diffuser vers le centre. Et donc, je peux écrire parfaitement une équation symbolique qui dit que la concentration au point X à l'instant T plus delta T est évidemment égale à la concentration qu'il y avait avant, plus la concentration qui vient de gauche, qui est un demi de la probabilité d'aller de la gauche vers la droite, plus un demi de la probabilité d'aller de la droite vers la gauche, d'accord? Et moins, bien entendu, les deux lignes rouges, le fait qu'il y ait une probabilité pour, en partant de X, d'aller à gauche et à droite. Cette équation-là, ben, je peux utiliser des delta t infiniment petits et des delta x infiniment petits. Je peux donc utiliser Taylor-Maclaurin et j'arrive à ce moment-là à une équation différentielle partielle qui est une équation qui ressemble mais qui n'est pas une équation d'onde. La dérivée par rapport au temps de la concentration sera égale à un coefficient d de diffusion qui déterminera les probabilités que les molécules ont d'aller de gauche à droite, multiplié par la dérivée seconde de la concentration. Cette équation est l'équation maîtresse de la diffusion. Tout corps, toute molécule, toutes les molécules diffusent à l'intérieur de n'importe quelle substance. C'est vrai pour les fluides, mais c'est vrai aussi pour les solides. Si vous mettez en contact deux solides, de l'or et du cuivre par exemple, de l'or et de l'argent, eh bien les atomes d'argent vont diffuser dans l'or et les atomes d'or vont diffuser dans l'argent. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, parce que la vitesse de diffusion est évidemment lente lorsqu'il s'agit de métaux dans les métaux, eh bien, il y aura, après un certain nombre d'années, de l'or dans l'argent et de l'argent dans l'or. C'est inévitable, ça peut être mesuré, et donc on peut ainsi comprendre le modèle atomique et les différentes diffusions de ces atomes à l'intérieur de d'autres structures atomiques. Cette loi s'appelle aussi la loi de Fick, et une des solutions possibles est une exponentielle décroissante, c'est-à-dire que la concentration en xt décroît comme une gaussienne en moins x carré, et inversement proportionnelle au temps. Quand plus le temps devient grand, t tend vers l'infini, ceci tend vers 0, la concentration devient constante partout dans le milieu. Par exemple, la diffusion du CO2 dans l'air est de 16 mm² par seconde, alors que dans l'eau, elle est beaucoup moins importante, ce qui fait que le CO2 dans l'eau pétillante va rester concentré dans l'eau pétillante et va très peu diffuser à l'intérieur de l'eau. Mais la diffusion et tous ces coefficients de diffusion sont mesurés pour n'importe quel type de molécule, par exemple si CO2, à l'intérieur de n'importe quel type autre de substance, comme que ce soit dans l'air ou dans l'eau. Voilà. On a terminé la révision liée au dernier chapitre sur les fluides, c'est-à-dire la viscosité, tension superficielle, capillarité et diffusion. Je vous propose maintenant un petit break, je vais arrêter ce film avant de démarrer les révisions sur les phénomènes ondulatoires. S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter le film, faire une petite pause, prendre un café, et on se retrouve dans 5-6 minutes.